Bien, nous allons aborder la troisième séquence de ce chapitre consacré à l'estimation d'une moyenne. Cette troisième séquence va nous permettre de faire une estimation par intervalle. On a vu à la séquence précédente que la méthode des moindres carrés nous permettait d'obtenir une estimation ponctuelle, ça veut dire une valeur. Pour résumer les 20 valeurs observées sur le pH du cidre, donc on avait la moyenne arithmétique et on avait également un indicateur qui traduisait le doute qui affectait chacune des valeurs observées. Cet indicateur, c'était l'écart type. Dans l'estimation par intervalle, on va voir d'une part l'écart type de la moyenne, donc non pas le doute qui affecte les valeurs, c'est l'objet de l'écart type expérimental, mais l'écart type de la moyenne, et ensuite comment on fait pour obtenir un intervalle de confiance. Alors, la question que l'on peut se poser et qui rejoint le graphique que nous avions vu lors de la séquence 2, c'est comment l'incertitude qui affecte chacune des valeurs observées, cette incertitude est traduite par l'écart type expérimental, S de YI, va-t-elle se propager sur la moyenne arithmétique Y bar? Eh bien, on va appliquer classiquement en métrologie ce qu'on appelle la loi de propagation des incertitudes, qui ici fait appel à la loi de propagation des variances. La moyenne arithmétique obéit quelque part à un modèle de mesure, et la fonction de mesure se traduit sous la forme y bar égale 1 sur n y1 plus 1 sur n yi plus 1 sur n yn. Donc si un doute affecte la valeur de y1, la valeur de yi et la valeur de yn, eh bien, naturellement, il y aura un doute qui va affecter y bar. Alors la loi de propagation d'incertitude donnera lieu à un chapitre spécifique. Pour le moment, on va admettre sa formule, la variance, donc le doute exprimé sous forme de variance, S au carré, qui affecte la moyenne arithmétique y bar, est égale à une somme de produits de termes positifs, dont on voit apparaître complètement à droite la variance qui affecte chacune des valeurs, qui résulte de la méthode des moindres carrés et du résumé des écarts, pondérée par un coefficient qui n'est autre que la dérivée de y bar par rapport à yi au carré, qu'on va appeler le coefficient de sensibilité. Donc ici, lorsqu'on dérive y bar par rapport à yi, on obtient 1 sur n, quand on le met au carré, ça fait 1 sur n au carré. S de yi est constant, est égal à S, et donc la variance de la moyenne, qui s'exprime dans le carré de l'unité de mesure, eh bien c'est la variance expérimentale divisée par n, c'est la moyenne des variances. Alors là encore, on va plutôt transformer cette variance en écart type pour pouvoir l'associer à la moyenne arithmétique, et donc on va prendre la racine carrée positive de la variance et on obtient l'écart type de la moyenne. L'écart type de la moyenne, c'est S sur racine de n. Voilà. Lorsqu'on connaît l'écart type expérimental, eh bien l'écart type de la moyenne, c'est cet écart type expérimental divisé par la racine carrée de l'effectif d'échantillon. Et première remarque, qui va bien dans le sens commun, plus l'effectif d'échantillon sera grand, plus le doute sur la moyenne sera faible. Et plus l'échantillon est petit, plus le doute sera important. Alors ceci dit, attention, c'est une loi en 1 sur racine carrée, donc c'est une loi qui présente une forte diminution pour les faibles valeurs de n, et ensuite on verra que ce n'est plus très sensible. Donc voilà quel est le doute qui affecte la moyenne arithmétique. S de y bar est égal à 0,0417 dans l'unité du pH. Alors, revenons à notre schéma, nous sommes dans les statistiques inférentielles, donc si les individus ont été prélevés indépendamment et au hasard, si la distribution des valeurs observées suit une loi normale, donc s'il n'y a pas de valeur aberrante, ça sera l'objet de la séquence 4, alors eh bien, on va pouvoir boucler la boucle en faisant une estimation par intervalle, dont on revoit la formule. La moyenne arithmétique mu de la population va être encadrée par deux bornes, y bar moins t fois s sur racine de n, y bar plus t fois petit s sur racine de n. Donc la moyenne plus ou moins t fois l'écart type de la moyenne. Et donc il reste maintenant à trouver la valeur de t. Alors, pour trouver la valeur de t, on va faire appel à ce qu'on appelle la table de l'étudiant, la table de student en anglais, qui a été
mise à jour par William Gossett au début du XXe siècle, dans un contexte sympathique qui était la brasserie Guinness et des travaux sur l'échantillonnage. Et donc, les valeurs de petit t se lisent dans une table à double entrée, où on va, d'une part, lire ou trouver en ligne le nombre de degrés de liberté dont on dispose. Le nombre de degrés de liberté, c'est n-1 dans cet exemple. Donc 20 valeurs moins 1, ça fait 19. Et dans une colonne qui correspond au risque. Soit un risque de 5%, soit un risque de 1%, soit toute autre valeur de risque. Alors, le risque, c'est le risque qu'on prend que la vraie valeur de la moyenne ne se situe pas dans l'intervalle. Alors en effet, si on voulait être sûr de ne pas se tromper, c'est-à-dire travailler avec un risque nul, eh bien il suffirait de dire que le pH est compris entre moins l'infini et plus l'infini, et tout le monde comprend instantanément que ça ne servirait pas à grand-chose. Alors les plus chimistes d'entre vous pourraient dire que le pH est une grandeur positive, donc le pH est compris entre 0 et plus l'infini, et à la limite entre 0 et juste un petit peu plus, jusqu'à 14 pour des liquides très basiques. Là encore, la largeur de l'intervalle ne permettrait pas de commercialiser ce cidre. Donc pour pouvoir commercialiser le cidre, en l'occurrence ici, il va falloir fermer l'intervalle. Et plus on va fermer l'intervalle, plus on va prendre le risque que la valeur vraie de la moyenne se situe en dehors de cet intervalle, et ça c'est le sens du risque alpha, que l'on appelle aussi le risque de première espèce. Classiquement, si on n'a pas d'autres informations à notre disposition, pour l'estimation d'une moyenne, on choisit un risque alpha égal à 5%. Et donc, dans le tableau, dans la colonne qui correspond à un risque de 5%, et pour un nombre de degrés de liberté égal à 19, eh bien, on lit la valeur petit t, qu'on appellera le facteur d'élargissement de l'intervalle. Vous voyez qu'il est près de 2, ce qui correspond dans le sens commun à des intervalles à 95%, et qu'il est près de 3 lorsqu'on travaille avec un risque de 1%, et donc des intervalles à 99%. Alors regardez également immédiatement l'évolution de la variable petit t lorsque l'effectif d'échantillon diminue, c'est-à-dire lorsqu'on remonte dans les lignes de ce tableau. Vous voyez que si vous travaillez avec un effectif d'échantillon de 2, eh bien, le facteur d'élargissement, qui correspond dans ce cas à nu égale 1, est égal à 12 pour un risque de 5%, est égal à 63 pour un risque de 1%. Donc, attention, la largeur de l'intervalle est fortement impactée, d'une part par l'écart type, d'autre part par l'effectif d'échantillon, qui agit à la fois sur racine de n au dénominateur et à la fois sur la valeur de t. Alors, cet intervalle de confiance, il va être d'autant plus large, c'est ce qu'on vient de dire, que l'écart type sera grand. L'écart type, c'est la somme des carrés des écarts à la moyenne, relativisé par le nombre de degrés de liberté, mis sous une racine carrée. Ça veut dire que s'il y a des très grands écarts par rapport à la moyenne, une valeur aberrante par exemple, eh bien, elle va impacter énormément l'écart type, puisque la distance intervient au travers du carré. Donc il va falloir s'assurer, lorsqu'on affiche et lorsqu'on utilise l'écart type, eh bien qu'il n'y ait pas de valeur aberrante. Deuxième illustration de cette formule, le dénominateur S sur racine de n, c'est l'écart type de la moyenne, n c'est l'effectif d'échantillon, et naturellement, plus vous augmentez la taille de l'échantillon, plus le coût de contrôle croît, et naturellement plus le temps généralement d'obtention des résultats est important. Par ailleurs, plus vous prenez un effectif d'échantillon important, plus l'intervalle de confiance qui traduit le résultat de mesure va devenir intéressant pour les expérimentateurs parce que il sera plus petit. Attention, c'est une loi en 1 sur racine de n, donc au-delà d'une vingtaine de valeurs, que vous passiez de 20 à 25 valeurs, ça ne changera pas grand-chose sur l'intervalle. Ensuite, la variable petit t. La variable petit t, elle dépend du risque. Pour un risque de 1%, on aura un intervalle beaucoup plus grand que pour un risque de 5%. Puisque dans un risque de 1%, on accepte que dans 1% des cas, la valeur vraie se situe en dehors de l'intervalle, alors qu'avec un risque de 5%, on accepte que le risque apparaisse dans 5% des cas. Attention, la valeur de t dépend d'une part du risque et d'autre part de l'effectif d'échantillon, puisque intervient dans la lecture de petit t le nombre de degrés de liberté, qui n'est autre que n-1. Voilà.
Dernier point, lorsque vous supprimez des valeurs aberrantes. Lorsque vous supprimez des valeurs aberrantes, certes, vous allez diminuer la valeur de l'écart type, mais vous diminuez aussi la valeur de n. Et par voie de conséquence, vous augmentez la valeur de t puisque vous remontez dans les lignes de ce tableau. Donc quand on travaille avec des gros effectifs d'échantillons, on ne va pas avoir les mêmes réflexes que quand on travaille avec des petits effectifs d'échantillons, et donc il va falloir prendre soin de la détection de valeurs aberrantes et des conséquences de leur suppression sur l'expression du résultat final. Voilà. Alors, la détection de valeurs aberrantes va faire l'objet de la séquence suivante, au travers de tests numériques, de tests graphiques, de statistiques paramétriques ou non paramétriques. Les livres de statistiques regorgent de tests divers et variés de détection de valeurs aberrantes, et nous allons essayer, nous, de rester pragmatiques dans cette première approche. Donc voilà la fin de la troisième séquence qui portait à la construction de l'intervalle de confiance. Donc en appliquant les propriétés de la fonction variance, retrouvez l'expression de la variance d'une moyenne arithmétique. On entend ici que vous exploitiez les propriétés de la variance d'une somme et de la variance du produit d'une variable aléatoire par un scalaire, qui sont des propriétés que l'on évoque classiquement en classe préparatoire. C'est une autre façon de retrouver le résultat que nous avons vu. Quelles sont les hypothèses sous-jacentes à cette démonstration, en particulier sur la variance d'une somme? On vous demande ensuite de commenter la formule d'estimation de la moyenne d'une population. Alors c'est des questions qui reviendront fréquemment dans des quiz, de commenter des formules, mais situez la formule dans un contexte, définissez chacun des éléments de la formule, y bar, t, s, racine de n, mu, et ensuite expliquez quel est le sens de variation des grandeurs présentes dans la formule sur le résultat de la formule, donc ici sur l'intervalle. Que représente alpha dans la table de student? Ça a été précisé dans cette séquence. Et enfin, pourquoi est-il d'autant plus nécessaire de vérifier l'absence de valeur aberrante en présence d'un petit effectif d'échantillon? Pourquoi, lorsqu'on travaille avec 3 valeurs, 4 valeurs, 5 valeurs expérimentales répétées, est-il d'autant plus nécessaire de s'assurer qu'il n'y ait pas de valeur aberrante par rapport au cas où l'on travaillerait avec plus de 30 valeurs? Donc voilà la fin de la séquence 3 et nous allons passer lors de la séquence 4, à l'exposé de méthodes de détection de valeurs aberrantes. Voilà, je vous remercie pour votre attention.